La Russie est un géant. Elle s'étend sur plus de 6,3 millions de miles carrés, 11 fuseaux horaires et plus de 190 groupes ethniques. Mais dans cet immense patchwork de cultures, l'unité n'a jamais été son point fort. Aujourd'hui, la montée des troubles pousse certains analystes à avertir que la Russie pourrait ne pas survivre aux prochaines décennies intactes. Aujourd'hui, dans The Infographics Show, nous analysons pourquoi la Russie pourrait se désintégrer. Voyager à travers la Russie ne donne pas l'impression d'un pays unique. C'est une collection disparate de pays réunis maladroitement sous un même drapeau. Les rues luxueuses et animées de Moscou semblent d'un autre monde face au Daghestan rural ou à la Bouriatie enneigée. Dans de nombreuses régions, les habitants ne se voient pas comme membres de la mère Russie. Leur loyauté réside dans leur ethnie, leur religion et leur région. La Russie est un vaste patchwork de 83 sujets fédéraux, dont au moins 21 sont des républiques, avec leur propre majorité ethnique et souvent leur propre langue officielle. Ce sont des bastions culturels fiers, beaucoup défiant la botte d'acier de Moscou depuis des siècles. Moscou est peut-être le cerveau de la Russie, dirigeant la science, la technologie, l'économie et l'armée, mais elle ne contrôle pas toujours le cœur. Depuis la guerre en Ukraine et les sanctions, d'anciennes rancœurs régionales se sont intensifiées. Sans surprise, envoyer des hommes au front comme chair à Canaan depuis des régions où des crimes de guerre ont déjà eu lieu n'a pas été bien accueilli par beaucoup. Prenez la Tchétchénie, l'un des moutons noirs de la famille de la Fédération de Russie. Elle fait légalement partie de la Russie, mais la relation n'est pas vraiment amicale. Le conflit avec le gouvernement central dure depuis des siècles, de l'Empire russe à la répression de Staline, puis la guerre des années 1990 et l'insurrection des années 2000. Après la révolution russe de 1917, la Tchétchénie a brièvement connu l'indépendance, avant d'être vite réintégrée à l'Union soviétique lorsque Lénine a réprimé la dissidence. Puis, dans les années 1940, Staline a accusé les Tchétchènes de collaborer avec l'Allemagne nazie, répondant par des déportations massives et un nettoyage ethnique. Des familles entières étaient entassées dans des wagons à bestiaux et abandonnées en Sibérie et en Asie centrale. En 1991, après la chute de l'Union soviétique, la Tchétchénie a redéclaré son indépendance. En 1994, l'armée russe est intervenue, déclenchant une guerre brutale en Tchétchénie. Des dizaines de milliers de civils ont été tués, un demi-million déplacés, et une grande partie de la capitale, Grozny, a été réduite en ruines fumantes. Les organisations non gouvernementales accusent les forces russes de crimes de guerre, bombardements, pillages, tortures et attaques contre des civils. Puis vint la seconde guerre de Tchétchénie, qui fut sans doute encore pire. Aujourd'hui en Tchétchénie, on entend beaucoup parler de réconciliation et de familles heureuses. Mais si l'on gratte sous la surface, on trouve des braises de ressentiment qui pourraient exploser à tout moment. Poutine a installé en Tchétchénie Ramzan Kadyrov, fils d'Ahmad Kadyrov, dirigeant pro-Kremlin assassiné, pour maintenir l'ordre. Ramzan dirige la Tchétchénie comme son fief personnel. Implacable exécuteur du poutinisme, il tiendrait difficilement sans Poutine. Et la Tchétchénie n'est pas la seule partie de la Fédération de Russie à avoir de vieux comptes à régler. En fait, lorsqu'un pays devient aussi grand qu'un empire, il hérite inévitablement des problèmes d'un empire. Mécontentement, division et revendication d'autonomie. Vous pouvez gouverner d'une main de fer et verser des pots de vin à des élites dociles, mais tout finit par vous rattraper. Demandez à tout ancien empire la difficulté de garder une cohésion, même apparente. Il y a aussi le Tatarstan, une république prospère de la région de la Volga. Contrairement à la Tchétchénie, elle n'a pas connu la guerre ni les violations des droits de l'homme, mais cela n'exclut pas qu'elle veuille un jour retrouver l'autonomie perdue face à la Russie. Pendant l'ère soviétique, la culture tatare a été systématiquement réprimée, la langue tatare a été marginalisée, et les efforts pour russifier la population ont créé beaucoup de ressentiments. De nombreux citoyens sentaient leur identité effacée au nom de l'unité soviétique. Ce ressentiment a mené à un activisme politique, et un temps, le Tatarstan semblait pouvoir suivre sa propre voie. Le mouvement a ralenti avec l'arrivée de Vladimir Poutine et le renforcement du contrôle de Moscou. Il a agi comme tout dirigeant d'un État puissant, consolidé le contrôle, neutralisé la dissidence et centralisé le pouvoir. Comme l'a dit un universitaire, cela a laissé un goût amer à de nombreux Tatars. Nombre d'entre eux ne se considèrent pas liés à la sphère culturelle russe. Certains se sentent plus proches de l'Asie centrale ou de la Turquie que des Russes ethniques, de Moscou ou de Saint-Pétersbourg. Et puis il y a le Daghestan, où beaucoup de jeunes s'entraînent pour l'octogone avant de savoir conduire. Ce sport est une identité.
La lutte fait partie de la culture. Prêts à se battre sur le ring, ces hommes protègent aussi leur famille, honorent leur communauté et vivent selon leur foi, surtout l'islam. Ces régions, très différentes, sont marquées par les montagnes, la langue et une histoire complexe. Beaucoup d'habitants s'y sentent aussi proches de Moscou que de Mars. C'est pareil pour de nombreux peuples autochtones de Sibérie, notamment en Touva, Bouriatie et Iakoutie. Nombre d'entre eux ne se considèrent pas russes. Pourtant, quand la guerre en Ukraine a éclaté, ils ont été jugés assez russes pour être envoyés au front. Soudain, des jeunes hommes de ces républiques froides et isolées se sont retrouvés dans un conflit souvent incompris. Ils ont été sacrifiés pour un gouvernement non élu, dirigé par des élites inconnues, et se sentaient comme de la chair à canon. Beaucoup d'entre eux en ont ressenti du ressentiment, d'autant plus que les fils des quartiers riches de Moscou et de Saint-Pétersbourg semblaient commodément absents du front. Il n'est donc pas surprenant que des protestations aient éclaté contre la guerre en Russie. En 2022, lors de la mobilisation, des affrontements ont opposé civils et police en Tchétchénie, au Daghestan et ailleurs dans le Caucase du Nord. Et dans toute guerre, il y aura des protestations. C'est universel que vous soyez à Moscou, au Minnesota ou au Myanmar. Mais il ne s'agissait pas seulement d'un pays protestant contre une guerre, c'était un vaste patchwork de régions avec des siècles de griefs historiques. Si Vladimir Poutine voulait briser le dos du proverbial chameau, alors envoyer ces jeunes hommes en Ukraine était une paille très significative. Ces personnes qu'ils estiment être ciblées par un pays au passé de persécution à leur égard. 81% de la Fédération de Russie est composée d'ethnies russes, dont les Russes vivent parmi d'autres ethnies. Cela ne signifie pas qu'ils sont tous fidèles à Moscou. Avec le temps, comme beaucoup, ils pourraient choisir la facilité et agir pour leur bien et celui de leur famille. Voyons comment les choses pourraient se fissurer. Les Sibériens ont longtemps envisagé une république sibérienne. La Sibérie occupe 77% de la Russie, mais n'abrite qu'un quart de sa population. Bien sûr, il y a énormément d'espaces vides là-bas, mais ces espaces abritent justement des réserves de pétrole et de gaz très précieuses. Malgré leur production majeure de pétrole et de gaz russe, la Sibérie et l'Extrême-Orient obtiennent peu de la richesse économique. Près de 70% du produit intérieur brut russe vient de la Russie européenne, où se concentrent investissements et infrastructures. Et quand on suit l'argent, c'est encore plus flagrant. Près de 60 et 11% du produit intérieur brut est dépensé dans la petite partie européenne du pays, contre l'immense partie asiatique. Donc, vous avez cette immense étendue de terre avec toutes les richesses, mais sans aucun désavantage. Pour les dirigeants politiques de Moscou, une Sibérie indépendante est un véritable cauchemar. Ils ont donc interdit en 2014 les marches pour l'indépendance de la Sibérie, accusant les manifestants d'appel à des troubles, d'extrémisme ou de participation à des événements illégaux. Moscou a menacé les médias, bloqué les réseaux sociaux et accusé une ingérence étrangère. À vrai dire, il se pourrait bien que des gouvernements étrangers aient effectivement attisé les choses. La Russie possède trop de ressources naturelles, et cela rend les autres puissances nerveuses. Condoleezza Rice, l'ancienne secrétaire d'État américaine, a dit un jour « La Sibérie est trop grande, elle ne devrait pas appartenir à un seul État ». Ces propos ont été repris par Madeleine Albright, l'ancienne secrétaire d'État américaine, qui aurait apparemment dit « Où est la justice si un seul pays possède une terre comme la Sibérie ?» Mais les deux femmes nient avoir fait de telles remarques. Il est probable que des fermes à trolls russes aient diffusé ces deux commentaires. L'essentiel est que la Russie veut que les gens le croient, sachant que les États-Unis aimeraient que la Sibérie échappe à son contrôle. Ils voudraient cela, car cela affaiblirait la Russie sur la scène mondiale et permettrait aux États-Unis et à leurs alliés européens de négocier des accords énergétiques avec la Sibérie. Une Sibérie indépendante est le rêve d'un homme politique occidental. Actuellement, la Sibérie n'a pas la volonté, et nous parlons de la majorité de la population, d'entrer en conflit avec Moscou. Elle manque de puissance de feu, donc les nations occidentales devraient probablement intervenir, ce qui pose problème. Il faudrait une forte propagande. L'Occident devrait présenter la libération de la Sibérie de Moscou comme bénéfique pour l'humanité. Mais c'est dur à vendre dans un monde las et cynique face aux interventions étrangères. Supposons que la Russie perde la guerre, ou s'épuise dans un conflit sans fin. Il est peu probable que cela arrive, mais imaginons. Poutine est évincé, et soudain, c'est le chaos politique. Une spécialité russe, la corruption explose, l'économie s'effondre, et personne ne semble être aux commandes. Là-bas, en Sibérie, les gouverneurs et les élites en ont assez.
Ils évoquent l'indépendance, l'autonomie et l'envoi de notre gaz à l'ouest sans retour. Ensuite, ils prennent le contrôle de leur budget. Ils rédigent des déclarations. Ils vont même jusqu'à concevoir des drapeaux. Ils en ont assez des abus et savent qu'ils peuvent survivre ou prospérer indépendamment. Tout ce qu'il leur faut, c'est un petit coup de pouce. Et il ne manque jamais de puissances occidentales prêtes à frapper là où ça fait le plus mal à Moscou. Soudain, la carte se redessine toute seule. Les compagnies énergétiques occidentales seraient pressées d'agir. Elles feraient la queue pour signer des accords avec de nouveaux oligarques sibériens sur des réserves de gaz livrées via de nouveaux gazoducs. Elles s'intéresseraient aussi au charbon, au bois et aux métaux, toujours au nom du bien commun. Quand un congrès sibérien se crée soudain et vote l'autonomie économique, la partie commence. En quelques jours, la République fédérale de Sibérie est proclamée, et l'Occident s'implique. Les journaux des milliardaires saluent un tournant démocratique audacieux. Les think tanks publient des rapports, et Washington et Bruxelles dépêchent leurs conseillers. La Russie pourrait envoyer des troupes, arrêter les élites politiques de Sibérie et réprimer toute l'affaire dans le sang. Mais comme les médias occidentaux verraient une attaque comme une menace pour la sécurité énergétique mondiale et l'avenir de l'humanité, la Russie hésiterait. Un vide politique persisterait, suivi de la mise en œuvre des menaces sanctionnées. Des réunions d'urgence de l'Organisation des Nations Unies sont organisées. Mais voilà le problème, la Russie a des armes nucléaires. Si la Russie plonge dans le chaos mais que la Russie européenne obtient un atterrissage en douceur ou de nouveaux accords commerciaux, les armes nucléaires pourraient rester en réserve. C'est alors qu'arrive un nouveau dirigeant russe, une marionnette médiatique et malléable, protégeant les oligarques. C'est un homme avec qui l'Occident peut traiter, comme l'a dit George W. Bush de Poutine. Cela causera beaucoup de misère et de pauvreté parmi les Russes ordinaires, mais cela n'a jamais gêné les oligarques russes, ni les politiciens occidentaux. D'accord, certes, nous avons déplacé beaucoup de pièces sur l'échiquier. Mais si l'histoire nous apprend quelque chose, c'est que la politique de puissance mondiale peut basculer du jour au lendemain. Les guerres, assassinats, coups d'État et sanctions suffisant à tout bouleverser rapidement. Le gros problème, c'est que la Sibérie n'a pas vraiment de mouvement séparatiste fort pour le moment. Pas encore. La population reste majoritairement russe, et les élites régionales n'agiront que si le Kremlin paraît vraiment fini. Si l'on retourne les cartes dans l'ordre, lassitude de la guerre, crise économique, vide du pouvoir, corruption, propagande, des fissures pourraient apparaître. Oh mais qu'en est-il de la Chine ? Elle sait très bien ce que ça fait d'être frappée quand on est à terre, après son siècle brutal d'humiliation. La Chine, c'est la preuve vivante qu'un pays peut être morcelé, découpé et malmené lorsque les grandes puissances mondiales s'unissent contre une autre grande puissance. Et devinez qui a participé à ces coups quand la Chine était à genoux. La Russie. Dans la politique de puissance mondiale, les amitiés inconditionnelles n'existent pas. L'autre grande région russe, la République de l'Extrême-Orient, riche en ressources, compte environ 3,5 millions d'habitants. Environ 1,6 million sont des Russes homo-ethniques. Le reste regroupe des autochtones et des familles d'origine chinoise, japonaise, mongole et coréenne. Ces personnes vivent plus près de Tokyo, Séoul et Pékin que de Moscou, et se sentent souvent plus proches de leurs voisins asiatiques que des dirigeants à Moscou. Et le commerce de la République de l'Extrême-Orient penche déjà fortement vers l'Est. Comme la Sibérie ou le Caucase, ces régions se sentent souvent plus colonies économiques que partenaires culturels fiers de Moscou. Les pièces sur l'échiquier restent inchangées depuis que la Sibérie, hypothétiquement, a coupé les liens avec la Russie européenne. La Chine, autre puissance régionale, pourrait profiter d'une Russie affaiblie. Comme l'Occident, elle défend ses intérêts. Et elle a de l'argent, de la puissance, et aucun scrupule à conclure des accords dans les zones grises de la géopolitique. Alors que la Russie vacille, la Chine s'immisce discrètement, proposant ses offres habituelles pour s'assurer l'avenir. Des infrastructures, de l'argent et des promesses. Elle propose de nouveaux pipelines pour acheminer le gaz et le pétrole. Elle souhaite du bois, des matériaux et un accès aux ports et chemins de fer pour ouvrir la région. Elle promet une prospérité que l'Extrême-Orient n'a jamais connue. Le Japon et la Corée du Sud, appuyés par l'Occident, entrent aussi dans la course. Tout le monde aime un projet de reconstruction, surtout quand il est bénéfique pour l'humanité. Les oligarques restés à Moscou sont toujours pris en charge. Ce dirigeant, qu'on voit à la télévision parler d'unité et de prospérité, et dont on devine à peine les ficelles. Le peuple russe connaît les promesses non tenues. On lui promet de l'or, il reçoit de la vodka, de longues files pour le pain, et beaucoup de désespoir. À la différence de la Sibérie, l'Extrême-Orient pourrait se séparer sans grande persuasion.
Les groupes autochtones et minorités non russes résistent discrètement à la domination de Moscou depuis longtemps. Les Yakuts et les Bouriates n'ont pas besoin de cours sur l'impérialisme russe, ils l'ont vécu. Pour eux, l'indépendance signifie plus de guerre, plus de conscription, plus de fils envoyés mourir en Ukraine pour un pays qui ne reconnaît même pas leur langue dans les écoles. Si la Sibérie part, l'Extrême-Orient suivra plus aisément. En quelques mois, les experts parleront d'effets de domino. Abordons les régions russes, comme le Caucase du Nord, qui participeront à la désintégration sans nécessité de propagande. Comme nous l'avons dit plus tôt, la Tchétchénie, le Daghestan, l'Ingouchie, l'Adyguée et le reste des républiques de la région sont culturellement distincts, religieusement différents de Moscou et historiquement hostiles à la domination de Moscou. Ils ont mené des guerres, enterré des générations et portent encore les cicatrices. Ce divorce était prévisible depuis longtemps. Au Caucase du Nord, exclure Moscou serait une célébration, non un débat. Ils ont juste besoin du feu vert et d'un peu de soutien. Tous les dirigeants fantoches soutenus par le Kremlin doivent partir pour garantir l'indépendance. Le problème ? La stabilité. Ces régions n'ont pas le poids économique de la Sibérie ou de la République de l'Extrême-Orient. Ce qu'elles ont, c'est un vaste enchevêtrement de groupes ethniques non alignés, de rancunes historiques et de factions religieuses. Ce vide de pouvoir pourrait rendre nerveux les seigneurs de guerre locaux. Certains États sécessionnistes pourraient limiter les droits humains, la liberté d'expression et la société civile. Ce serait chaotique, laid, mais très rentable pour l'économie mondiale de la guerre, avec de nombreuses interventions dans les 20 prochaines années. Les puissances occidentales s'activeront à instaurer la stabilité tout en marquant la région de l'empreinte de leurs entreprises. Mais que se passerait-il si les dirigeants occidentaux plaidaient pour une fédération caucasienne dotée d'un centre politique défini ? L'Europe investirait, accorderait des prêts et promettrait des miracles. Avec du temps, cela pourrait marcher. Et enfin, les Euro-Volga plaideront pour l'indépendance. Ce groupe comprend 6 républiques, Tatarstan, Bachkirie, Tchouvatchi, Mari-El, Mordovie et Oudmourtie. Ensemble, elles pourraient former la république de la Volga-Oural. Le Tatarstan, comme nous l'avons mentionné, a déjà des différends avec Moscou. Important producteur de pétrole, c'est aussi le foyer d'une identité turco-musulmane fière. Le Bachkortostan est aussi énergétiquement riche et a une culture unique. Peu suffirait à convaincre ces républiques de rejoindre la désintégration. Elles ont davantage de liens culturels et linguistiques avec la Turquie, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan qu'avec Moscou. Et vous pouvez parier que ces nations leur apporteraient leur soutien. Pas par gentillesse. Comme les États-Unis, la Chine, le Japon ou la Corée, ils voudraient une part du gâteau russe. Une Euro-république unie et vulgaire réussirait bien mieux que plusieurs États fragmentés. Voici notre 5e nouveau pays, économiquement viable, culturellement cohérent et appuyé par de puissants alliés. Mais qu'arrivera-t-il à la Russie européenne ? Comme dit, les oligarques s'en sortiront toujours très bien. Les citoyens ordinaires ne s'en sortiront pas si la Russie européenne est vidée de sa substance. Les richesses pétrolières, gazières, charbonnières et minérales russes, disparues, saisies par la Sibérie, l'Extrême-Orient et la Volga-Oural. Le coffre du Kremlin est soudain vide, l'inégalité explose, les oligarques fuient et Moscou est à bout de souffle. Il ne reste qu'un noyau réduit, des cerveaux fuyants, une armée en déclin rapide et une influence culturelle décroissante. Ce pays aurait 2 options, se reconstruire humblement, fier de son héritage culturel et scientifique, ou sombrer en état défaillant hanté par son passé. Cette région du monde est unique, riche en culture, en esprit brillant et en ingéniosité. Elle peut devenir prospère, mais tout peut aussi mal tourner. Mais il y a un autre problème, les armes nucléaires. La majeure partie de l'arsenal nucléaire de la Russie, de son infrastructure de commandement et de contrôle, de son renseignement militaire et de ses capacités de haute technologie sont toujours basées dans la Russie européenne. Vous avez alors un État fracturé, appauvri, instable, possédant assez d'ogives pour détruire la civilisation, ce qui n'est jamais bon. Même sous la pression occidentale, même un dirigeant fantoche ne rendrait pas les armes nucléaires sans garantie de sécurité et économiques inédites. Aucun pays, même très corrompu ou brisé, ne cède jamais son dernier atout de négociation. À ce stade, la Russie ne serait plus que l'ombre d'elle-même, dominée par la Chine et les États-Unis, mais elle survivrait. L'autre scénario. La diplomatie échoue, tout finit par un éclair blanc aveuglant. Que se passerait-il si Moscou décidait d'appuyer sur le bouton face à ces tensions ? Découvrez minute par minute ce qui arriverait si la Russie lançait une bombe nucléaire ou cliquez sur cette vidéo.